est très heureux de vous retrouver. On espère que vous allez bien. On va attendre quelques secondes le temps que le nombre de participants augmente dans la salle de conférence. Donc vous êtes, pour information, 182 et ça ne fait que monter. Pendant ces quelques secondes, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que Stratégie digitalise ces événements et que à partir de là, il y aura les 7, 8 et 9 décembre, la semaine du sport engagé, organisée par Stratégie, avec aussi deux séminaires et le Grand Prix du sport qui seront remis. L'occasion pour moi de vous rappeler, pendant que les compteurs continuent de monter, décidément vous êtes très nombreux, tant mieux, on est très heureux. L'occasion pour moi de vous rappeler que nous sommes jeudi, que le jeudi c'est Stratégie, et donc il y a un nouveau Stratégie tout beau tout chaud qui vient de sortir en kiosque, avec en une enquête sur comment sauver Noël et ces fêtes de fin d'année qui arrivent dans un contexte particulier, que vous pouvez retrouver en ligne dans sa version feuilletable ou sur notre site internet. Voilà, je pense que petit à petit ça augmente, ça se stabilise. Donc nous pouvons commencer cette troisième journée de séminaire sur le luxe durable. Bienvenue à tous. Alors on espère que vous allez bien, que tout le monde va bien et se porte bien, que vos proches aussi vont bien dans cette période. Le séminaire va durer à peu près 1 heure, peut-être un peu plus. Il sera en 2 parties. Une première partie avec une présentation d'Éric Brionne, qui est planeur stratégique et président et fondateur de la Luxury School. Voilà, le voilà qui arrive. Alors il va peut-être se présenter. Et une deuxième partie avec une discussion et une table ronde sur les nouveaux visages. Donc nous verrons tout ça. Le luxe et notamment le luxe chez les jeunes. Éric, je te laisse te présenter et ensuite faire ta présentation. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Je vois des étudiants et des professeurs. Je les salue. Alors je suis pas président, hein, attention. Je suis cofondateur de la Paris School of Luxury. Très rapidement, j'ai fait 20 ans de Publicis. J'étais planeur stratégique chez Publicis C'est nous, l'agence de luxe. J'ai écrit Génération Y et Luxe et ma passion, c'est le monde qui arrive et ce qui crée le monde qui arrive, c'est la jeunesse. Et du coup, tout naturellement, j'ai quitté le monde des agences pour créer dans le groupe Media School mon école, la Paris School of Luxury, luxe, mode et beauté. Et c'est le thème véritablement qu'on va traiter, c'est cette génération Z. Simplement un petit chiffre qui est pas dans la présentation. Altagama vient de sortir juste son étude, elle est toute chaude. Et simplement une donnée, la génération Y, la génération Z, c'est 180% de la croissance du luxe entre 2019 et 2025. Donc aujourd'hui, c'est plus une cible, c'est le cœur. Donc voilà. Eh ben c'est parti, la génération Z. Donc à toi la parole pour la présentation. Je ne sais pas si on peut lancer les slides. Ah oui, chose petite importante, nous avons activé le mode questions, ça veut dire qu'à tout moment vous pouvez poser vos questions dans le chat qui est à côté et il y aura des sessions à la fin de la première partie et à la toute fin de la table ronde où nous pourrons y répondre. Donc n'hésitez pas, mettez bien un point d'interrogation à la fin, histoire qu'on puisse la détecter tout de suite. Voilà. Merci beaucoup. Pardon Eric, à toi la parole. C'est parti pour la présentation Choc Z, passion et indignation luxe, une présentation qui va nous faire rentrer dans la tête de la génération Z pour essayer de comprendre cet rapport si complexe qu'elle entretient avec le luxe. Nous aurons 2 sources principales, d'abord le livre Choc Z que je vous invite à lire, sorti en janvier dernier, écrit par Nicolas André et moi-même, coécrit par les étudiants de la Paris School of Luxury, et bien sûr le Lab Z, développé par Epsilon au sein de la Paris School of Luxury, véritable centre data réalisé par le travail de nos étudiants qui observent, décryptent la génération Z par et pour les marques. 3 points à retenir. Le premier point, social media native. Clairement, la Z a été élevée toujours dans un contexte de médias sociaux, c'est à la fois leur talent, mais aussi une épée de Damoclès. Le deuxième point, on insiste assez peu sur ce point, c'est cette conscience data. Ils sont data natives, ils ont la conscience de l'importance de la qualification, du flicage aussi par la data, et ils détestent être résumés à un chiffre, à une case.
Le deuxième point, c'est la bataille générationnelle. C'est cette éco-anxiété qui les amène à être sustainable native. C'est vraiment la valeur principale, se battre pour réparer la planète. Et le troisième point, un peu une synthèse pour nous marketeurs, eh bien, c'est la génération complexus. Déjà, il y a un amour du mot génération. Ils se reconnaissent dans le mot génération. On l'a vu lors du combat entre les hockey boomers, vraiment tectonique des plaques générationnelles entre les millénials, les boomers et eux. Ils s'assument en tant que génération, mais le mot complexus est là. Complexus, c'est vraiment ce mot latin qui veut dire tisser des liens. Eh bien, cette génération, on la voit à travers ce visuel, ce gif issu de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Ce n'est pas un monolithe, non, bien au contraire, c'est un archipel de tribus avec des liens tissés, d'où le mot complexus. Les étudier, c'est vraiment faire de la gamification, c'est jouer avec les contraires. D'un côté, à gauche, on les voit Robin des Bois, mais d'un autre côté, ils peuvent se transformer en tyran avec ce bras armé qui fait tant plier les marques. Cette menace de la cancel culture que c'est parfaitement utilisé cette génération Z. Symbolisée par, ma foi, cette icône Z, AOC, fameuse jeune femme politique américaine, radicale de gauche, ici, qui à la fois, on le voit à travers ce gif passion, complètement possédée par l'esprit de la danse, et en un claquement de doigts, se transforme en une véritable indignée. La crise Covid a réchauffé le lien entre Z et luxe. Il y a une passion étonnante qui se cristallise ici. Avant la crise Covid, les chiffres étaient corrects, 10% des clients du luxe d'ici 4 ans. Puis il y a une flambée. Cette flambée, elle est d'abord en Chine, puisque 47% des achats luxe depuis Covid, sont réalisés par les moins de 30 ans, principalement des femmes. La première génération à revenir en boutique, d'après Kering, c'est eux. La seule génération aux États-Unis qui voit son désir intact à consommer du luxe depuis le confinement, c'est encore eux. Cette passion luxe se transforme dans un nouvel acte d'achat. Un achat qui est guidé par la seconde main. Nos Z se transforment en véritable Wolf of Wall Street à la recherche de la bonne affaire. Par exemple, StockX, le roi de la sneakers de seconde main, estime le marché, rien que la sneakers, à 30 milliards de dollars d'ici 2030. Avec bien sûr comme cœur de cible nos amis Z. Mais attention, la Z ce n'est pas qu'un bon prix, c'est aussi un acte militant pour certains. Ainsi, acheter de la seconde main Gucci, c'est pratiquement comme un acte politique, un véritable fuck de système. Du coup, l'objet de luxe change de nature, il se transfère en véritable manifeste des convictions Z, un totem d'engagement. Style is power. On voit ici un maquillage rouge à lèvres fuck Trump, et on voit aussi le succès exceptionnel de Marine Serre à travers ce monogramme qui incarne toutes les valeurs féminines symbolisées par la lune, mais aussi un vêtement militant, un vêtement totem, comme ces pulls recyclés, véritable Frankenstein où on voit différentes matières, différentes sources, et on voit à quel point les succès que Marine Serre collectionne démontrent cet objet de luxe qui retrouve une nouvelle dimension, un souffle politique. Mais une critique très personnelle. Je ne connais pas du tout ce monsieur, j'ai jamais été à un café avec lui, mais la critique était comme s'il me connaissait et comme si... Enfin voilà, il y a eu des attaques comme elle manque cruellement de culture, complètement narcissique ou quoi que ce soit. Et je trouvais que c'était un petit peu la facilité de s'attaquer à la nouvelle génération. Oh, c'était mieux avant. Et en fait, on est peut-être un peu fatigué. Il écrit ce qu'il veut, bien évidemment, et nous on répond ce qu'on veut. Et on répond qu'on est fatigué par ce snobisme intellectuel et le mépris qu'on peut avoir face à des jeunes qui essayent de faire des choses. Surtout que dans ce cas-là, ils m'attaquent uniquement parce qu'on a vendu beaucoup de livres. Tout ça n'est que business. On voit cette rationalité ici. Leda Situation, une de mes anciennes étudiantes, c'est tout à fait à analyser ici. Là, on voit que cette génération, elle a dents dures, elle a l'indignation facile, la réponse à bec-bédé est frontale. Et là, je reviens par rapport à tous les snobs qui n'aiment pas ce mot génération. On voit à quel point il a un sens collectif, il a un sens revendicatif. Et là, on va vraiment se plonger, non pas dans un Z passion, mais un Z indignation. Avec cette idée, cette nouvelle façon d'influer,
Je m'indigne, donc j'influence. Et là, c'est vraiment un choc systémique pour nous communicants, pour nous les marques. Nous sommes en com de crise permanente quand nous vivons avec la Z. En effet, les millénials s'inscrivaient dans finalement une influence douce qui était inscrite dans le like. Avec les Z, c'est ce pouvoir d'indigner qui permet véritablement d'exister, cette obsession de faire entendre sa voix. On voit ici « How dare you ». Cet état d'esprit, on l'appelle le community organizer. Et on a cette dimension stratégique dans cet état d'esprit Z. Ce community organizer s'inscrit dans une dimension bien sûr communautaire, toujours la communauté au cœur, une recherche de polarisation. On ne recherche pas forcément le débat, on cherche le conflit, l'immédiat, l'émotion à fleur de peau. Une structuration. Cette pensée, elle ne peut exister qu'à travers un groupe qui vit à travers des leaders d'opinion structurés. Et bien sûr, parce qu'il faut avoir une taille critique, cette notion d'intersectionnalité des combats est là. Donc on voit vraiment un état d'esprit extrêmement structuré, stratégique. On voit cette génération Ocasio-Cortez vraiment au pouvoir sur nos réseaux sociaux. Il suffit d'un petit peu naviguer sur Twitter pour comprendre à quel point cette réalité est celle des réseaux sociaux. La Gen Z n'est pas un monolithe, je vous l'avais dit, c'est un archipel, il y a un archipel d'indignation. On voit ici ce message sur TikTok qui a beaucoup fait jaser, cet appel au boycott de la France par rapport aux positions du président Macron, par rapport aux islamistes. Et on voit en effet que ici, des jeunes influenceuses appellent au boycott, mais ce boycott portant anti-France, porté par un t-shirt Louis Vuitton, là aussi il y a du paradoxe et un problème de compréhension, de lisibilité. Indignation hype, ici, alors porté par le grand site, grand média Ice2BT, rendez-vous indispensable des sneakerheads et de la street culture et de la street fashion, qui dit voilà, on en a marre de la hype, nous avons réussi à développer pendant le confinement un recul sur notre marketing, sur notre consommation, nous sommes devenus immunisés au mauvais marketing, à celui qui préconise de la rareté pour de la rareté, de la hype pour de la hype. Indignation consumériste contre la qualité-prix, la mauvaise qualité-prix, à travers une vidéo vraiment courroucée qui a été vue des dizaines de millions de fois en Chine, à travers l'influenceur Li Jiaqi, grand influenceur dans le domaine du maquillage, et qui va s'attaquer frontalement sur les rouges à lèvres Hermès. Et là, l'attaque est directe et frontale. Un look cheap, pas pensé pour les Asiatiques, des couleurs juste bon pour ma vieille maman. La Z chinoise adore jouer au tir au pigeon avec des grandes marques de luxe. Plus la cible est grande, plus l'influence gagnée explose. L'idée est de ne pas être considéré, de ne pas être pris par un mouton. Et on voit ces vidéos TikTok où le style Gucci est décrypté et moqué. On voit ce transgénérationnel qui fait la richesse de Gucci, eh bien elle est détournée. Habille-toi comme ton grand-père, et ton grand-père, habille-le comme toi, et tu deviendras un mannequin Gucci. On voit l'efficacité du message, sa froideur, mais aussi ce sens de l'humour qui décuple la portée émotionnelle et forcément virale du message. Contre la mauvaise expérience boutique, l'indignation contre, on croit que c'était disparu, mais encore, il y a encore des soucis par rapport à l'accueil en boutique de luxe, et on voit encore ces influenceurs sur TikTok qui savent se moquer avec perfidité de cet accueil déficient, trop snob, où d'après eux, la Z n'a pas encore sa place qu'elle mérite dans ses boutiques. Passons à une indignation plus politique. Indignation militante contre la fast fashion, avec du coup un argumentaire redoutable développé. On aime la fast fashion, et puis d'un coup le fast shaking arrive, fuck fast shaken, à travers un argumentaire où là on voit notre éco-anxiété Z qui prend le pouvoir. Autre indignation, l'indignation contre la neutralité, contre le politiquement mièvre, pas le politiquement correct, à travers ce hoodie aux couleurs de la nation américaine, moitié démocrate, moitié républicaine. Eh bien, cette réconciliation marketing pour vendre des t-shirts et de la mode est mal passée. Indignation politique, indignation patriotique, on le voit, une flambée
de désir patriotique, de fierté chinoise dans sa jeunesse, avec cet exemple frappant d'une campagne développée par Coach, une campagne bucolique, retour aux racines chez Coach, et qui a utilisé nombre d'acteurs, modèles, égéries, dont la star NBA chinoise Jeremy Lin. Et du coup, cette star, on le voit ici, s'intègre complètement à ce discours à la campagne. Insupportable pour la jeunesse chinoise, sans goût, ringarde, rétrograde, indignation contre l'amnésie, toujours en Chine. Rappelez-vous de la crise Dolce & Gabbana d'il y a 2 ans, à travers ces films considérés comme racistes, tout au moins très maladroits. Eh bien, la Chine n'a pas oublié, loin s'en faut, à travers cet événement où Dolce & Gabbana a développé un stand extrêmement somptueux, voire bling-bling, au China International Export. Eh bien, la réaction par rapport à ce décor magique, royal, n'a pas tardé. Je n'achèterai pas, dégagez de là. C'est bien de faire de l'argent, dites donc. Vous pensez vraiment qu'on n'a pas de cerveau, nous les internautes? Je me souviens de qui a insulté la Chine. Vous croyez vraiment qu'on va oublier si vite? Donc on voit cette indignation, la Z a de la mémoire, indignation liée au Black Lives Matter washing. Elles ont été en effet nombreuses, les marques cosmétiques, à annoncer leur solidarité au mouvement civique Black Lives Matter, en particulier au lendemain de l'assassinat de George Floyd. Sauf que la Z, quelques semaines après, a vérifié la profondeur de cet engagement. Et on voit à travers cette vidéo, elle dénonce et se moque en adoptant les poses de CEO. Sa démagogie débarque. Donc du coup, la Z nous donne quelque part à gauche les marques qui ont fauté, qui ont essayé de récupérer le mouvement, et à droite, des marques qui, au contraire, elles, ont un engagement profond. Ce qui est très très fort ici, c'est que on voit toujours le message qui est utilisé à travers des codes. Il y a ici, c'est le fameux manga Jojo Pose, où justement les personnages de ces dessins animés s'amusent à reproduire des poses de type Vogue. Eh bien, on utilise ces Jojo Pose pour se moquer des CEO. Ces messages à la fois durs dans le fond, mais qui utilisent une forme humoristique, sont extrêmement intéressants parce qu'elles évitent à la Gen Z d'être dans le ressentiment. Il y a une légèreté dans la profondeur, ce qui décuple leur efficacité. Donc en conclusion, avant notre table ronde, je vous invite à s'adapter au pouvoir Z. Tout d'abord, en écoutant les tribus Z. On a vu que nous n'étions pas face à un monolithe, le marketing doit s'adapter. Chaque tribu a ses propres codes et il faut savoir choisir les bonnes tribus. Entre parenthèses, le Lab Z de la Paris School of Luxury est un formidable outil à votre service pour les comprendre, les détecter. Le deuxième point, bien sûr, il ne suffit pas d'écouter. Il faut construire avec, co-construire avec les tribus Z. C'est aussi un élément clé sous peine de récupération. Et enfin, le troisième point, c'est le sujet de notre matinée, que dis-je, de la semaine stratégie, s'engager auprès des combats Z, être à leur côté. Et 2 actes qui symbolisent justement cet engagement ensemble. Le premier point, une étude que nous avons réalisée, toujours avec le Lab Z, en sortie de confinement, 91% des Z français ont changé leur vision du luxe depuis qu'ils ont constaté que certaines maisons de luxe ont aidé durant la pandémie. Donc vraiment une empathie par rapport au mouvement réel, je pense bien sûr aux initiatives LVMH, Kering et L'Oréal. On voit la nouvelle stratégie de Richemont à travers cette volonté de construire un better luxury. Motivation, marketing de ce mouvement, c'est tout simplement de comprendre, c'est de la génération Z asiatique, mais aussi les Z en maison. Donc ça montre bien à quel point cette semaine, elle est fondamentale, d'une part pour à la fois le combat pour la planète, mais aussi pour le combat économique, pour la résilience du luxe. Ne pas s'attaquer au problème, ne pas mettre vraiment le développement durable au cœur du luxe, c'est à court terme se couper de la génération Z. Merci beaucoup, et justement c'est un lien avant tes questions, Emmanuel. Pour terminer, 2 prochaines actualités. Ouverture en octobre prochain, en 2021, d'un nouveau master à la Paris School of Luxury, ouvert aux professionnels et aux étudiants, entièrement dédié au Sustainable Luxury, à la question du Sustainable, luxe, mode et beauté. Plus de 900 heures de cours seront dédiées. Il y a vraiment éminemment de sujets. C'est une boîte de Pandore qui s'ouvre. Et
plus proche de nous, le 6 janvier prochain, mon 5e livre, Luxe et Résilience, un livre collectif qui analyse justement pourquoi le luxe est résilient et quelles sont les pistes pour que le luxe reste résilient. Ce n'est pas un état de fait, mais justement un travail au quotidien. Et les pistes pour le luxe de demain. Je vous donne rendez-vous en janvier. Je sais que le thème de la résilience parle énormément, puisqu'il vient de lancer une newsletter résilience. J'espère que Luxe et Résilience. Je vous remercie, Emmanuel. Je vous remercie. Merci Eric pour cette présentation et ce PowerPoint très complet qui a suscité déjà pas mal de questions. On le voit dans le chat. Alors, on va essayer, on va pas toutes les prendre, on va essayer d'en rassembler quelques-unes. Donc, il y en a plusieurs qui tournent autour, notamment, de la représentativité de cette génération Z. Donc, vous avez précisé qu'il se situe les nés après 1995. Et une question se pose donc autour du poids vraiment qu'ils pèsent sur le marché du luxe et surtout, est-ce qu'ils n'ont pas trop d'influence par rapport à ce qu'ils représentent en termes de pouvoir d'achat, notamment? Alors, très bonne question. Il y a 2 centres de gravité. On va dire l'Europe, la Chine et les États-Unis entre les deux. Sur l'Europe, c'est vrai qu'il y a un poids beaucoup plus symbolique d'influence, en fait. On a vu que la Z, c'est les boss des réseaux sociaux. La Z, le pouvoir Z, a la capacité de nuire véritablement. On l'a vu à travers ces scandales. Mais par contre, c'est un poids qui va en puissance. Mais par contre, la Z, elle est totalement réelle sur la Chine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui draine vraiment le seul pays où le luxe est en croissance? Je voyais les chiffres Alta Gamma, on est à pratiquement plus de 30% sur la Chine. Vous avez vu ce chiffre quand même assez incroyable. 47% des achats luxe en Chine sont faits par des jeunes de moins de 30 ans. Donc il y a un peu de millénial, mais du Z. Donc si vous voulez, en effet, il y a une réalité symbolique en Occident. Mais par contre, en Chine, il y a une pure réalité terrain. Aujourd'hui, la jeunesse chinoise, en particulier les jeunes femmes chinoises, deviennent un peu les boss du game. Donc, vous voyez, il y a le monde est complexe, comme la Gen Z est complexe. Et vous pensez que cette tendance-là pourrait arriver en Europe ou en Occident prochainement, ou il faut vraiment scinder les deux régions? Il y a une polarisation entre les deux luxes aujourd'hui, mais là c'est un autre débat, même en termes de style et ainsi de suite. Mais aux États-Unis, il y a une montée en puissance clairement du pouvoir jeune, mais surtout, j'ai envie de dire, la réponse économique, je vous l'ai donnée, c'est le deuxième slide après, c'est que les Occidentaux Z achètent différemment le luxe que nous, entre guillemets, les vieux. Ils l'achètent comment? Via le second marché. Donc du coup, si vous voulez, il y a un impact qui fait que l'accessibilité est plus forte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis à mal? C'est pas les marques de luxe traditionnelles qui savent très bien communiquer auprès des Z de mieux en mieux parce qu'elles les écoutent, parce qu'elles ont finalement cette empathie ici. C'est plutôt le luxe accessible qui souffre énormément par rapport aux Z parce que finalement à un prix constant, si vous voulez, on préfère acheter un objet de luxe d'une grande marque à second marché que d'un luxe accessible neuf. Donc vous voyez, il y a vraiment des batailles économiques qui sont fascinantes ici. Et alors, on a une question aussi qui est intéressante. Est-ce que vous avez un exemple de marque de luxe qui incarne, selon vous, cette génération Z? Non, parce que la génération Z ne peut pas s'incarner parce qu'elle n'est pas monolithique. Vraiment le moment important, on a discuté, Emmanuel, en préparant sur est-ce que finalement le concept de génération, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est complètement pipeau la génération, que c'est globalisant et ainsi de suite. Ce qu'on dit, c'est que la génération, cette jeunesse, elle adore l'incarner. On l'a vu, Léna Situation qui dit notre génération. Mais ça ne suffit pas. Il y a un terreau de valeurs clés, dont le sustainable, qui est notre sujet ici, l'éco-anxiété. Mais par contre, il y a des milliards de tribus, j'ai envie de dire, et chaque tribu s'associe à une marque de luxe. Simplement, je peux donner entre guillemets des Oscars d'empathie et de compréhension. Je vais dire bien sûr forcément un Gucci qui va être là, Dior qui, vous voyez d'un coup le basculement de Dior en une marque très engagée par rapport à la bataille pop féministe. Eh bien, la bataille pop féministe, elle fait complètement sens par rapport à cet insight. Mon objet de luxe, c'est le totem de mes engagements. Mais je pourrais citer aussi, par exemple, un Vuitton qui a eu l'humilité de comprendre, par exemple, quelque chose. Tu parlais du sport, vous allez faire un événement, la montée de l'e-sport et comment Vuitton intègre petit à petit l'univers du gaming, si vous voulez, et s'intègre en vraiment comprenant les codes avec humilité. Pourquoi? Parce que ils ont réussi à vivre avec ce pouvoir Z en écoutant, en co-créant, en s'adaptant.
Après, moi, j'ai une marque coup de cœur, je l'ai citée, c'est Marine Serre, qui je trouve et la synthèse complète par rapport à notre semaine dédiée à l'écologie. Il y a quelque chose de très important sur les aides, sur la question justement du développement durable, puisque c'est notre question clé. C'est une question c'est une génération de la narration visuelle. Il faut que ça se voit, il faut que l'engagement se voit. Et chez Marine Serre, quand vous voyez en effet ces créations, par exemple sur le recyclage, à travers ce Frankenstein, cet habit Frankenstein, on voit qu'il y a plusieurs parties de différents vêtements, ça se voit, ça se crie. Et je fais la comparaison économique entre une Stella McCartney qui a plus une écologie vraie, mais plus intellectuelle, qui ne se voit pas, et une Maricène qui se voit immédiatement, et en plus, qui associe à travers cette bataille de pop féminisme, à travers ce monogramme que vous avez vu, qui a été repris par Beyoncé, qui devient un emblème générationnel. Donc, il n'y a pas une marque, il y a des marques, et on voit clairement aujourd'hui que je pense que c'est le secret de la résilience du luxe, d'être dans une concordance des temps, rester calé, respecter cette excellence qui vient du passé, mais en même temps se projeter radicalement dans le futur, parce que l'avenir du luxe, il est là, point, et il n'y a pas de discussion à avoir en fait. D'accord. Je vois que les questions continuent. N'hésitez pas parce que il y aura une deuxième session de questions à la fin, en plus avec nos autres invités. Pour la fin. Eric, juste une dernière question pour vous, parce que dans la présentation, vous parlez de crise permanente pour les marques. Oui. Oui. Est-ce que personnellement, vous pensez qu'à long terme, c'est vivable pour une marque d'être en com de crise permanente, et notamment pour un directeur marketing ou un DIRCOM, et pour son sommeil? Elle n'a pas le choix. C'est une réalité. En fait, vous savez, il y a un insight très fort. Hein. Le like a été remplacé par l'indignation. Donc, nous, je le vois au quotidien. C'est ça qui est extraordinaire. Quitter l'agence pour créer une école, c'est à la fois l'envie de transmettre, si vous voulez, mais c'est aussi, en tant que planeur stratégique, ce que je suis dans ma chair, c'est un outil d'observation. Et je vois à quel point, en effet, l'indignation, c'est une arme de clair. Et on voit cette mécanique. Il faut polariser. Polariser, c'est avoir de la visibilité. Donc, en effet, c'est difficile, mais c'est le contexte. Tant que Twitter sera là, on aura de la com de crise, si vous voulez. Après, c'est une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que la règle donnée, en 3 étapes, 1, étudier, avoir l'humilité de comprendre. Il n'y a pas une culture, il y a des cultures. Savoir quelle est la tribu qu'il faut parler, la connaître, la comprendre, co-créer avec elle, mais pas co-créer version pipeau. C'est ça qui est incroyable. Si c'est simplement faire un petit partenariat, ça ne marche pas. La co-création, ça veut dire que on est face, vous savez, par une cible qui, à mon avis, va être très résiliente par rapport à la crise. C'est très dur pour elle. Ils se battent pour avoir des stages. Là, je fais un appel par rapport à nos étudiants de 3e année qui sont en pleine recherche de stage. Et le stage est au mois de mars, si vous voulez. Il y a une tension pour eux. Ils veulent du business. Ils sont concrets. Et c'est très intéressant par rapport au job. Vous voyez, le millénial était un petit peu dans le fantasme, un peu, vous voyez, un petit peu. Non, le Z d'abord, il veut un job pour gagner sa vie, si vous voulez. Et je fais juste une dernière remarque, parce que là je parle trop, mais c'est normal, parce que je reviens sur le green, ici. Quand je vois le Green New Deal, donc qui a été porté par AEC, millénial et Z, on va dire la jeunesse pour faire court. Eh ben, la première mesure du Green New Deal, c'est des bons salaires pour les ouvriers, les travailleurs qui vont travailler pour la transition positive, le bon salaire. Merci. Voilà. Merci Eric, merci pour cette présentation. Merci à vous, merci pour vos questions. N'hésitez pas, je pense qu'on vous retrouvera peut-être à la fin pour les questions. N'oubliez pas, toujours en librairie. Voilà. Enfin, pas en librairie, sur Amazon. Enfin, Amazon, ou ailleurs. Je vais demander aux autres participants d'apparaître s'ils le souhaitent, et on va passer à la deuxième partie de cette table ronde avec les nouveaux visages du luxe, et qui devraient donc apparaître si en liste. Donc je vais vous les présenter. Nous avons donc Claire Gallon. Voilà, bonjour Claire. Bonjour. Donc Claire, vous êtes Consulting Director Head of Luxury Practice chez Ogilvy Paris. C'est ça. Et, donc si je me trompe pas, vous avez commencé dans la publicité, ensuite vous êtes orienté plutôt vers le conseil, donc chez Ogilvy. Vous êtes vite spécialisé dans le luxe, et notamment en 2019, vous avez mis en place une méthode qui s'appelle Deluxe, et qui consiste à aider les marques à se différencier sur le marché et à mettre en place des actions concrètes. C'est ça. Merci. Merci de nous avoir rejoints. On a aussi Nicolas Gerlier. Donc Nicolas Gerlier, bonjour. Donc je crois que votre micro est pas encore voilà.
Bonjour Nicolas. Bonjour Emmanuel. Donc vous êtes fondateur de La Bouche Rouge, une marque de cosmétiques. Vous êtes un ancien du monde du luxe, puisque vous avez été chez un grand groupe qui commence par un L et qui termine par un L. Et donc vous avez mis en place une marque qui vise à faire disparaître tout le plastique. Vous allez nous raconter ça. Et enfin, notre troisième invité, on a Steven Kodjia. Bonjour Steven. Bonjour. Et donc vous avez commencé d'abord dans le hip-hop il y a une vingtaine d'années dans la mode, et petit à petit vous avez mis en place une marque de luxe sur le vêtement. Et le but, c'est de rendre visible la culture noire qui, selon vous, était pas assez visible dans ce milieu-là. Exactement. On aura l'occasion d'en parler. Oui, on aura l'occasion d'en parler. Merci à tous les trois, en tout cas, de nous avoir rejoints pour discuter de tout ça. Les marques de luxe font souvent face à la polémique. On l'a encore vu cette semaine avec Hermès en Australie, qui s'est fait pas mal épingler pour avoir investi dans une ferme de crocodiles. Il faut attendre les jeunes marques pour changer. On a l'impression qu'il n'y a que les jeunes marques qui arrivent à vraiment incarner les combats, en tout cas, qui parlent à la génération Z, même s'ils sont multiples. Claire, j'ai envie de commencer en vous posant une première question. Est-ce que les grandes marques ou les plus anciennes marques, on va dire, sont un peu dépassées, et c'est que les jeunes marques qui peuvent vraiment porter le luxe dans la plaie, on va dire? Déjà, j'aimerais remercier Eric pour l'entrée en matière, parce que j'ai apprécié justement qu'il parle de cette génération un peu plus dans sa complexité que dans des chiffres génériques. C'est une complexité à laquelle je fais face moi-même, une schizophrénie, parce que je suis jeune consultante pour les marques de luxe. Je pense pas que les jeunes générations, elles ont créé une prise de conscience dans une industrie qui aurait été avant complètement irresponsable et qui se réveillerait sous l'impulsion des jeunes. Je pense que le luxe, et en particulier, comme vous le disiez, les marques établies, ont dans leur essence une culture de la valeur, plus que du volume, une culture du temps long, plus que du temps court et de l'instantané. Et du coup, je pense que le luxe est sincère dans la démarche responsable, encore plus quand il est familial par rapport aux entreprises cotées qui doivent rendre des comptes, si je parle de responsabilité, par obligation. La vraie différence, c'est qu'effectivement, en même temps qu'on a eu la mondialisation, l'hypercroissance des marques, leur concentration au sein de grands groupes depuis 20 ans, ça a atténué un peu cette logique, et le monde en parallèle a pris conscience plus vite des enjeux sociétaux et environnementaux auxquels on fait face, et que les jeunes générations, en tout cas, aujourd'hui, croient à une approche plus radicale que les générations précédentes pour y arriver, et accélèrent donc cette prise de conscience. Du coup, la vraie différence, effectivement, entre les jeunes marques et entre la pensée responsable au niveau des entreprises, je pense que c'est au niveau de l'âge et de la taille. Effectivement, c'est un peu comme le digital, j'aime bien dire ça. La pensée responsable, on est né avec en tant qu'entreprise, on est né sans. Donc, de ce point de vue-là, c'est plus facile pour une jeune marque qui se lance d'intégrer la responsabilité, parce qu'elle a plus de chances que ça fasse partie de son ADN dès le départ. Mais la difficulté pour une jeune marque, je pense que Nicolas et Steven en parleront mieux que moi, c'est certainement d'inventer from scratch des systèmes qui n'existent pas sur le marché aujourd'hui pour apporter finalement cette responsabilité. Aussi, en général, elle commence à une échelle locale, ce qui contribue à leur image responsable par rapport aux grandes entreprises, aux marques établies depuis un siècle, si je tire le trait. Pour ces dernières, c'est beaucoup plus difficile d'intégrer la responsabilité, parce que ça suppose de changer un système qui est bien huilé, parce que le luxe se porte très bien et que ces marques se portent très bien. Ça suppose de transformer des manières de faire, et ça suppose aussi de transformer des croyances profondes, donc ça prend plus de temps. Et en plus, d'un point de vue plus environnemental, je dirais, elles ne sont pas complètement responsables de l'ensemble de leur chaîne de valeur, parce qu'elles ne maîtrisent pas totalement leurs fournisseurs, même si ça risque de changer effectivement sous l'impulsion, en tout cas, des jeunes générations. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des marques, en tout cas, qui se lancent avec un objectif
de proposer une alternative qui est plus responsable à ce qui existe aujourd'hui, comme la Bûche Rouge et French Deals qui en sont un exemple parfait. Est-ce que le fait que des fonds s'engagent depuis plusieurs mois pour demander des fonds d'investissement, des fonds de pension, on a vu, il y a eu un accord entre une somme de fonds, il y a BlackRock qui prend beaucoup la parole là-dessus aussi. Est-ce que ça peut changer la donne pour ces marques de luxe qui seront moins soumises peut-être à une pression financière et qui pourront peut-être plus justifier de s'attaquer à des vrais problèmes ? Ça dépend de la vision des actionnaires derrière et des attentes, hein, globalement. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on assiste quand même à un mouvement de polarisation assez fort, et notamment qui s'est accéléré avec la crise qu'on vit actuellement, avec des maisons qui disparaissent et qui se font racheter. Et donc, effectivement, dans les prochaines années, on peut imaginer potentiellement qu'elles vont avoir plus d'obligations ou une déréglementation plus forte. Simplement parce qu'elles vont être il est possible qu'elles soient intégrées dans des groupes. Après, je pense aussi qu'il faut pas oublier que, et c'est là où la sincérité aussi rentre en jeu, les marques jeunes ou en tout cas à taille plus humaine vont toujours continuer d'exister, même si ça va être difficile de rattraper les grands groupes de luxe qui sont une croissance qui est énorme. Donc il y a une barrière à l'entrée qui devient de plus en plus élevée, mais elles existeront toujours parce qu'elles se basent sur des innovations et sur une nouveauté qui est attendue par des générations et qui impulse aussi le changement dans les grands groupes. Donc je pense pas qu'il y aura une voie, mais il y aura toujours plusieurs voies sur le marché. Nicolas, vous incarnez ce changement des grandes marques pour avoir monté ensuite la Bûche Rouge, votre marque. Racontez-nous un peu ce mouvement que vous avez fait, est-ce que vous avez voulu défendre et ce qu'est la Bûche Rouge aujourd'hui? Oui, donc merci Eric pour sa présentation, c'était intéressant. Et pour répondre un peu à ta question, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de génération Z là dans le début de cette présentation, et finalement, il faut pas. Moi, quand j'ai créé cette maison, en fait, je ne l'ai pas créée avec l'idée de devoir plaire à une nouvelle génération ou de devoir m'aligner avec une cible marketing. C'était plutôt un projet en lien avec mon expérience. C'est vrai que j'avais eu un peu une overdose de ce que j'avais vécu et de ce que j'avais fait avec beaucoup de force et beaucoup de conviction et avec des gens de talent autour de moi. Mais c'est vrai que je suis arrivé à un stade d'overdose où je me suis dit, ça n'a plus de sens, il faut refaire quelque chose de différent. Moi, je pense que cette génération Z, elle a en fait construit son éducation au XXIe siècle, et donc elle va consommer au XXIe siècle. Et on peut parler de génération Z, mais moi, je trouve qu'on devrait parler entre le XXe siècle et le XXIe siècle. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Le Covid l'a encore accéléré. On a encore davantage basculé dans le XXIe siècle. Et finalement, au XXIe siècle, on a conscience que le plastique n'est pas recyclable. On a conscience qu'aujourd'hui, on a créé, avec le plastique, une des pollutions les plus importantes qu'on ait jamais créées dans l'histoire de l'humanité, avec un impact qui va durer des milliers d'années. On n'a jamais créé une pollution qui va durer des milliers d'années dans l'histoire de l'humanité, et si rapidement, en moins de 100 ans. Donc, cette nouvelle génération, je crois, ces habitants du XXIe siècle, ont conscience qu'on ne peut plus faire comme avant, et qu'on ne peut plus penser, produire, consommer, travailler comme avant. Mais est-ce qu'on a conscience que les marques de cosmétiques ou de luxe ont un rôle à jouer là-dedans? Est-ce que les gens savent que les cosmétiques, par exemple, utilisent beaucoup de plastique? Pour moi, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est comment cette pollution est créée aujourd'hui, comment cette urgence planétaire à consommer différemment peut être résolue. Moi, ma réponse, et je pense que c'est la réponse qui apporte la beauté, c'est le quotidien. Il y a bien entendu des grands chantiers structurels à engager pour que l'impact environnemental s'atténue. Mais dans notre quotidien, on peut agir. Et on peut agir de deux manières. On peut agir parce que quand nous, en tant que consommateurs, on agit dans notre quotidien, en 6 mois, si on agit tous ensemble, toute la chaîne économique va changer au bout d'un an. Parce que tous les grands groupes, toutes les organisations économiques, toute la production, toute la recherche va être mise au profit de cette nouvelle manière de consommer. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de la Gen Z, c'est que oui, ça va représenter 180%
de la croissance dans les 5 prochaines années. Donc, c'est juste gigantesque. Donc, ça veut dire que maintenant, on n'a plus le choix. Et ce qui est dommage, c'est qu'on en parle parce que il y a un enjeu économique. Moi, je crois qu'il y a surtout un enjeu planétaire qui est au-delà. C'est qu'aujourd'hui, si on ne résout pas ces solutions dans les 3 prochaines années, on va droit dans le mur. Et notre quotidien est une réponse. C'est ma conviction. Et donc, la beauté dans le quotidien. Et donc, pour ça que vous avez monté donc la Bouche Rouge en 2017, si je ne me trompe pas. Expliquez-nous un peu le concept, parce que je ne sais pas si tout le monde le connaît dans le public. Alors, je vais vous le rappeler de manière très simple. La Bouche Rouge, c'est une maison de maquillage qu'on a créée il y a 5 ans. L'ambition de cette maison, c'était de se dire, OK, l'industrie cosmétique est aujourd'hui la 3e industrie la plus polluante dans le plastique. Il y a des plastiques un peu partout. Si on rentre dans un grand magasin aujourd'hui, vous voyez du plastique sur le mur, sur les étagères, sur les produits, à l'intérieur des formules, parfois même les vêtements des conseillères de beauté sont en plastique. Concrètement, c'est un peu le paradis du plastique. Et on voit souvent le plastique simplement comme un élément de consommation courante. Hein. La beauté est aujourd'hui, à travers le packaging et les formulations, un acteur de cette industrie de manière extrêmement importante. Donc pour moi, créer une nouvelle marque de maquillage, une nouvelle marque de beauté sans s'engager sur ce chantier du plastique qui est la première cause de pollution de l'eau aujourd'hui, qui représente 84% de l'eau, de la pollution de l'eau aujourd'hui, c'était quelque chose de très important. Donc on s'est engagé en fait finalement à prendre de manière globale la vision de la clean beauty. Vous avez dans les années 90 aux États-Unis la green beauty qui est arrivée. La green beauty, c'était de se dire, et c'est très bien, faisons des formules propres, retirons les silicones, retirons le parabène, faites attention aux conservateurs, aux perturbateurs endocriniens, aux microplastiques dans les formules, on en parlait assez peu, mais il y a aussi cet enjeu-là, parce qu'il y a beaucoup de microplastiques. Aujourd'hui, dans les rouges à lèvres du sélectif, vous avez beaucoup de microplastiques. Et nous, on est le premier rouge à lèvres qui a été créé dans le sélectif sans microplastique à l'intérieur de formule. Ça semble normal parce que personne n'a envie d'ingérer du rouge à lèvres avec du microplastique à l'intérieur. Je pense qu'on peut voir une photo du produit d'ailleurs. Oui, on peut voir les objets. Donc, premier chantier pour nous, c'était de s'engager alors ça, c'est la Blue Beauty. Alors on peut rester sur cette image des objets, ça donne une bonne illustration. Donc l'idée, c'est de se dire, OK, on va s'engager sur ce chantier du plastique de A à Z. Donc pas simplement sur les formules, mais de A à Z, c'est-à-dire sur la production, la formulation, la supply chain, le packaging et le point de vente. Si vous allez au bon marché, si vous allez dans notre nouvel espace des Galeries Lafayette, vous verrez, nous n'avons pas de plastique dans nos boutiques. Donc cet engagement, il est de A à Z. Production, formulation, supply chain, packaging, distribution. Cet engagement-là, il est nécessaire. Et cet engagement-là, il ne faut pas qu'il soit ennuyeux non plus. Et donc, nous, notre deuxième idée, c'était de se dire, OK, on va prendre cet engagement-là, mais on va créer le désir de changer nos habitudes. L'idée, c'est de ne pas atténuer le plaisir du maquillage et de l'usage du maquillage parce qu'on est sustainable. Et ça, c'était le deuxième chantier qu'on voulait engager, c'est de dire, souvent, tout ce qui est sustainable, tout ce qui est éco-responsable, c'est pas très désirable. C'est un peu la version low cost de ce que l'on peut trouver dans les marques qui polluent. Et nous, on a voulu faire plus beau que les marques qui sont chimiques ou qui polluent, mais de le faire de manière éco-responsable. Réconcilier luxe et éco-responsabilité avec, comme colonne vertébrale, cet engagement sur le plastique. Et c'est ça que vous appelez Blue Beauty, c'est ça que vous appelez la Blue Beauty. C'est ce qu'on appelle la Blue Beauty, c'est-à-dire, il y avait la Green Beauty dans le XXe siècle, qui était cette beauté qui prenait soin de vous avec des formules propres. Nous, on prend soin de vous et de la planète. C'est quelque chose de simple à expliquer, mais je ne vois même pas en fait l'idée qu'on pourrait avoir aujourd'hui en 2020 de dire je fais des formules propres mais le reste, attendez, ça c'est pas mon sujet, il y a des gouvernements, il y a des organisations, etc. Non, en fait la clean beauty c'est clean pour vous et pour la planète. Sinon c'est pas clean en fait. Et je crois qu'à l'heure du Covid, on a conscience que ce qui se passe à 1000 km, ce qui se passe à 30 km ou à 5000 km a exactement le même impact, c'est juste une question de jour. Donc on ne peut plus consommer sans prendre conscience de l'impact que ça. Donc les déchets est une partie capitale de l'expérience de la clean beauty. Donc on est clean pour nous et clean pour la planète. Donc premier engagement, faire des formules propres et avoir un engagement aussi sur moins de plastique de A à Z. Troisième engagement, c'était de se dire finalement on est en France, on est content d'être en France, on est fier d'être une maison française. Il faut savoir que la cosmétique a quand même été développée dans les années 50 en France, ça fait partie des savoir-faire les plus extraordinaires qu'on a développés en France. Reprenons la main. Et moi, j'ai en fait appelé les artisans pour remplacer le plastique. C'est-à-dire, comment faire des beaux objets pour la vie avec les artisans français pour remplacer le plastique. Ça, c'est la troisième réponse que l'on propose. Et c'est un peu la révolution aussi de la Bouche Rouge. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas les packaging que vous trouvez habituellement dans la distribution.
nous fabriquons des objets et des objets rechargeables. Donc, c'est vrai que l'objet est un peu plus cher parce que l'objet, il est fabriqué à la main, il est fait avec des cuirs précieux, il est fait avec des cuirs en upcycling. Donc, on prend les déchets des plus grandes maisons pour faire des jolis objets pour la vie, des objets en métal qui sont faits pour durer, que vous pouvez personnaliser. Là, c'est la période de Noël, vous pouvez offrir et personnaliser avec les initiales des gens que vous aimez. Et puis, ces objets, ils sont beaux, et vous les chérissez, vous les aimez, vous les gardez et vous les rechargez. Voilà. Donc ça, c'est un peu je crois qu'on peut le regarder, le lancer. Ah. Donc là, vous avez une famille d'objets avec. Donc ça, c'est un film que l'on a fait avec Viviane Sassen, qui est une artiste. Je vous laisse regarder. Once, this was an ocean, abundant with life. Water glistened, the shore embraced the sky. When we move responsibly through our world, we allow nature to be restored. And when we heal our earth, we heal ourselves. Beauty for you and the planet. Refillable and responsible. La Bouche Rouge, Paris. La Bouche Rouge, Paris. Il y avait un petit peu d'écho, mais je pense que vous pouvez découvrir sur notre e-shop. Je vous invite à aller le voir, vous pourrez le revoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on n'a pas fait une communication sur nos produits. On n'a pas fait une communication sur le Rouge Fever 3D, XXL, Impact Lasting, etc. On est juste allé raconter nos valeurs. Et on a demandé à une artiste de le faire pour nous, parce qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes. Donc, on est allé voir une artiste, Viviane Sassen, qui a fait des campagnes extraordinaires pour des grandes maisons et qui a été d'accord pour le faire généreusement parce que elle adorait la maison et notre engagement et elle a mis ses tripes dans cette campagne. Et c'est vrai que cette campagne, c'est un moment d'émotion, c'est un moment de valeur, plus qu'une mise en valeur de nos produits. Mais pour nous, ça compte encore davantage de mobiliser nos clients et nos futurs clients sur nos valeurs, parce que c'est la raison d'être de notre maison. On va passer à Steven, qui lui aussi a une histoire à nous raconter sur sa marque, puisque lui, son positionnement, c'était il y a une vingtaine d'années qu'il est né. Donc vous étiez sur le hip-hop et petit à petit, vous avez construit une marque de luxe. Racontez-nous un peu l'histoire de votre marque French Deal. Tout d'abord, je remercie Eric pour son intervention et Claire et Nicolas. Donc moi, pour ma part, à la base, je viens du milieu hip-hop, je suis danseur hip-hop et au fur et à mesure, j'ai toujours eu cette petite passion pour la mode et ça a commencé tout bêtement par un street business entre Paris et New York. Donc j'achetais des vêtements et je les revendais en France. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir pas mal de clients dans le monde du hip-hop et du sport. Et je me suis vraiment rendu compte que il y avait une demande qui arrivait en termes de style et une proposition qui commençait à disparaître en termes de mode dans le secteur du hip-hop. Et donc, j'ai commencé à créer la marque sans vraiment me dire voilà j'allais en faire quelque chose avec une vision luxe, mais je voulais vraiment représenter la culture et faire avancer la culture. Donc French Deal, c'est vraiment une marque qui représente la culture, qui pousse les valeurs de ma culture dans un premier temps qui est le hip-hop. Et j'ai voulu vraiment l'élargir d'une manière plus large en arrivant sur les vraies valeurs de la culture et la naissance de cette culture qui est la culture noire. D'accord. Donc voilà, donc on peut voir une image pour voir un peu première image pour voir un peu
pour voir un peu l'univers de la marque. Donc là, c'est la dernière campagne volume 4 qui a été tournée dans les rues d'Abidjan. Et on voit que j'ai mis au cœur de ma collection un tissu qui est tissé et fait en Côte d'Ivoire, qui représente vraiment les valeurs et le savoir-faire africain, tout en ayant un attrait pour le style et pour le savoir-faire africain, avec un mix de références françaises, parce que la marque est basée en France. Et sur les valeurs, ce qui est important aujourd'hui pour l'histoire de la marque, c'est vraiment que j'ai voulu rester fidèle à mes valeurs et expliquer vraiment qui j'étais et à avoir un discours vraiment réel sur ma culture et vraiment faire découvrir la culture noire à un plus grand nombre, parce que on a vraiment je pense que cette culture est méconnue du grand public, et aujourd'hui j'ai vraiment vocation à vouloir incarner cette culture et vraiment apporter toute la mise en lumière de cette richesse culturelle et de notre patrimoine culturel. Est-ce que vous avez eu peur en construisant et en devenant une vraie marque, c'est-à-dire en la formalisant, en déployant vraiment tout un marketing et des valeurs autour de la communication? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu peur de perdre vos valeurs, ou vous vous êtes dit ça, il faut pas que je fasse parce que c'est pas ce que je veux dire au départ, même si c'était tentant d'un point de vue marketing ou pour le business? Non, je pense que j'ai toujours eu une démarche réelle, et dès le départ, j'ai pas voulu plaire à tout le monde. Ça veut dire que j'avais mon idée, il y a un manque, et je suis vraiment resté fidèle à mon idée et à mes valeurs du départ. Donc j'avais pas cette démarche de vouloir plaire à tout le monde, de me dire bah écoute, il faut que je fasse ça comme ça parce que voilà, ça va être perçu de cette manière là. Non, je me dis voilà, j'ai une idée, j'ai vraiment quelque chose à défendre, un message à passer, et je le fais. Il y a une question d'Anne-Laure Alberge qui est assez intéressante. Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est pour vous la culture noire, telle que vous la voyez et telle que vous voulez la représenter? La culture noire, déjà, dans un premier temps, c'est l'histoire des peuples. On a une très grande civilisation, une des plus belles, des plus importantes, et je définis pas la culture noire d'une manière vraiment avec tous les différents clichés qu'on peut avoir. Je vais vraiment en profondeur, et je vais vraiment au cœur de la culture, avec la vision que j'ai de ma culture, et pas de ce qu'on peut en penser. Il y a une interprétation de votre part. Exactement. Est-ce qu'on peut voir Allez-y. Non, Est-ce qu'on peut voir le film? Il y a un film aussi de présentation de la marque d'une petite minute. Est-ce qu'on peut le voir aussi pour qu'on voit mieux l'univers de la marque? Bien sûr. Nsini minimu, ngwa muliki yo.
Efia chanti, Yaiba, Ablaboku, Yedino. Ewa Remu, yes, yake. Neferi. Kalenka ebo, Ablafaye, Fondation Flem. Kolenga mo ekoi, ta profite komenso. Akweke Keigule Njenu Ningemu Bewa Israka na yakbe. Donc là, dans la campagne, c'est vraiment, je suis parti en profondeur dans ma culture, en véhiculant et en racontant l'histoire de mon peuple, qui est le peuple baoulé. Et donc c'est vraiment ça ce qui est important pour moi, c'est aujourd'hui de défendre une culture qui, selon moi, n'est pas représentée comme il le faut dans le secteur dans lequel j'évolue, qui est le milieu de la mode, avec une démarche vraiment éco-responsable, parce que le tissu est fait de manière artisanale et qui est tissé dans un petit atelier artisanal en Côte d'Ivoire. Merci pour cette présentation. Claire, est-ce qu'on peut dire, quand on voit ces nouvelles marques qui arrivent sur le marché, on voit qu'elles ont une proposition de valeur un peu différente. Elles essayent de montrer, de faire naître un désir ou de porter un discours qui est différent, et elles se positionnent quand même comme des marques de luxe. Est-ce que de nos jours, la proposition de valeur du luxe, elle est en train de changer dans l'esprit des gens? Alors oui, elle est en train de changer certainement, comme elle a toujours évolué à travers le temps. Ce qui est intéressant dans les deux interventions qu'on vient de voir, c'est que cette proposition, elle est avant tout incarnée. Elle est crédible par la vision du créateur et par ce qu'il veut communiquer, Steven, voilà, défendre cette culture pour se représenter dans la mode. Nicolas avec la bouche rouge, apporter une poésie responsable au make-up. Et c'est ça qui est intéressant et qui renouvelle et qui rafraîchit le secteur. En termes de perception, si on se met plus du point de vue, on va dire, des audiences et en particulier des clients, on observe effectivement que le premier confinement a accéléré un certain nombre de tendances qu'on avait vues avant, notamment le renforcement des fondamentaux du groupe, comme l'intemporel, cette valeur d'investissement dont Eric aussi parlait plus tôt. On voit aussi que la connaissance, que le luxe prend de nouvelles formes, c'est-à-dire au-delà des objets, il s'intègre aussi dans l'éducation, la connaissance. On se rend compte que les high net worth individuals investissent beaucoup plus que les autres classes sur ces dimensions-là. Et c'est cette awareness culturelle qui devient aussi un luxe aujourd'hui. Et puis c'est un confort holistique. C'est le fait d'être aligné avec soi-même, d'être dans un environnement qui reflète qui on est. Et c'est là où on voit aussi l'émergence des offres, par exemple Maison, comme Dior qui a relancé son compte Maison il y a quelques jours. Aussi la philanthropie. Donc c'est ça qui évolue dans les notions qu'on voit sur la perception du luxe et les attentes. Si je peux rajouter juste quelque chose, Emmanuel, sur cette question, oui, il y a du boulot quand même. Hein. C'est vrai qu'on a un tableau un petit peu idyllique. Je prends juste une dimension qui a été mise sur la dernière étude Ipsos World Luxury, où justement on mesurait les items éthiques par rapport à l'acte d'achat. Qu'est-ce qui est important? Et parmi les 17 critères, eh bien les critères éthiques étaient en 15e et en 16e position. Donc certes, c'est fondamental, mais je trouve, parce que je revois, c'est le travail que vous faites formidable à la Bouche Rouge ou French Deal, c'est que toutes ces questions éthiques, environnementales, si elles sont pas portées par une émotion forte, ça ne marche pas. Il faut du bon et du beau. Si on n'a pas les deux en même temps, ce n'est que de la poésie et finalement l'acheteur continue d'acheter traditionnellement. Et là, je suis au-delà des aides, je suis global. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est pour moi le point clé aujourd'hui, c'est pas d'afficher la sustainabilité comme un marketing,
Ça, je trouve que c'est pas sincère. L'idée, c'est juste de faire bien ce que l'on fait et de manière naturelle. Aujourd'hui, ça me semble normal que le luxe ne soit pas un rêve qui détruit demain. Donc, quand on crée quelque chose qui fait rêver, on doit s'engager à ce qu'il respecte demain. Et ça ne doit pas forcément être affiché de manière directe. Au contraire, ça doit être induit et authentique. Je crois que c'est important. Quitte à ne se positionner que sur un seul item responsable ou durable, à n'en choisir qu'un, mais le faire à fond et bien, plutôt que d'essayer d'embrasser tous les thèmes possibles. Ça, c'est un point aussi. Moi, par exemple, le plastique, ça a été le cap que j'ai donné sur tout ce qu'on a fait. Et au début, on a commencé sur un seul produit sur le plastique uniquement parce que c'était impossible d'inventer la cosmétique au global sans plastique, sans commencer par une seule référence. Aujourd'hui, on est content d'avoir un mascara, d'avoir un poudrier de terracotta, highlighter, etc. Mais ça a été long. Et c'est vrai qu'on a pris ça comme fil conducteur. Après, ce fil conducteur, c'est ce dont on parle. Après, c'est plus global. Par exemple, nous, notre labo, il est alimenté avec de l'énergie solaire, etc. Mais on n'en parle pas parce qu'on n'est pas parfait, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais on a un fil conducteur qui est sur ce plastique parce qu'il est assez structurant. Et il nécessite aussi un engagement radical. Parce que c'est plus challengeant d'inventer une beauté, par exemple, aujourd'hui, avec sans plastique, que de simplement parler de CO2. C'est important, le CO2. Mais avec des chiffres, on manipule plus la vérité que par des choses concrètes et par l'objet lui-même. Voilà. Claire, est-ce que si tout le monde se responsabilise, ou en tout cas s'attaque à ces notions de responsabilité, il n'y a pas un risque à un moment donné de tout le monde dire un peu la même chose? Il faut sauver la planète, il faut être responsable, et puis finalement, comment pour une marque se différencier sur le marché quand tout le monde veut faire la même chose, ça devient compliqué. C'est un peu ce que disait Eric, je pense que j'entends deux enjeux. Il y a un enjeu comportemental et il y a un enjeu de positionnement. Et ce que disait aussi Nicolas, c'est en fait la responsabilité aujourd'hui, c'est presque la dette finalement. C'est le socle qui est attendu d'une marque, mais c'est pas forcément ce que ça qui va la différencier. Et le don, c'est finalement ce qu'elle va apporter en termes de discours, en termes de propositions. Et ça dépend vraiment de la vision du créateur et de son approche créative. Je ne pense pas que la responsabilité va supplanter, enfin que le luxe n'est que responsable. Le luxe, il apporte une vision du monde à laquelle, comme disait Eric avant, une tribu ou une catégorie veut, en tout cas, se résonne. Et c'est ça qui la différencie. Donc en fait, il faut effectivement tout ce qu'on vient de dire sur le durable, la qualité, l'intemporel. C'est des marqueurs aujourd'hui qui sont forts, mais que il est vrai, on ne les observe pas complètement dans les derniers critères de décision d'achat. Aujourd'hui, c'est sûr, ce que les gens achètent avant tout, c'est la vision d'un créateur qui les fait rêver et qui crée ce désir. Donc, plus que jamais aujourd'hui, il faut réaffirmer la singularité de la marque et partir finalement de la marque et de sa posture et de ses valeurs et de voir avec évidemment quel public et potentiellement auprès des nouvelles générations, quel public est compatible ou va résonner avec cette vision-là. Mais effectivement, ne pas chercher à avoir un discours consensuel qui va intéresser tout le monde parce que c'est pas l'objectif de ces marques. Et comme on l'a dit avant, cette génération n'est pas une génération monolithique. Au sein des jeunes générations, il y a aussi tout type de profils avec des profils qui sont plus ou moins responsables dans leur manière d'acheter du luxe. C'est ce que disait Steven tout à l'heure quand il disait « j'assume mon interprétation et finalement je m'en fous, c'est mon interprétation ». Steven, est-ce que vous avez dans l'histoire, depuis que la marque existe, été attaqué ou il y a eu des polémiques autour de votre marque, on vous a reproché votre interprétation et vous y avez répondu en disant c'est la mienne et puis c'est tout. Comment vous avez géré s'il y en a eu des remarques sur le positionnement de votre marque? Oui, j'ai eu des remarques parce que lorsque j'ai commencé, c'est vrai que je suis arrivé, je vais représenter la culture hip-hop, je vais représenter la culture noire, donc c'est vrai qu'il y avait certaines personnes qui me disaient attention, ne mets pas trop de mannequins black dans tes campagnes parce que tu vas communautariser ta marque. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu, mais ça ne m'a pas touché parce que, en fait, il y a quelques années, on va dire, il y a 20-30 ans, je pense pas qu'on
qu'on invitait des grands leaders de la communauté noire ou même du hip-hop. On voyait pas de Queen Latifah, de KRS-One ou même de Public Enemy au premier rang des défilés. Et aujourd'hui, on voit des Kanye West, on voit des Pharrell et le luxe, les maisons de luxe qui sont sur la place du marché ne voulaient pas en aucun cas mélanger leur image avec le monde du hip-hop il y a quelques années. Et aujourd'hui, en fait, ils ont plus le choix parce que le hip-hop est tellement influent que ces marques de luxe-là ne choisissent plus. Ils n'ont plus le choix. Donc en fait, depuis le début, je savais que cette culture était en train de prendre le pas parce que cette culture, je la vis tous les jours. Et en aucun cas, j'ai été influencé par ces remarques-là. Je me suis dit non, c'est que voilà, j'ai une démarche, je reste authentique et j'ai quelque chose à dire. Et c'est important que je reste fidèle à mes valeurs sans pour autant fermer la porte aux autres communautés. Non, c'est pas ça. C'est que je pense qu'il y a des grandes maisons européennes, italiennes, espagnoles, françaises qui racontent leur histoire, qui racontent, parce que toute marque vient de quelque part. Et moi, c'était important de dire d'où je venais, qui je suis, et de pousser cette culture qui est soit pris avec différents préjugés ou qui n'est pas forcément mis en avant quand il le faut. Donc non, j'ai jamais pris ces remarques-là et je ne cherche même pas à me faire accepter. Je fais ce que je dois faire. On va revenir sur le cœur qui était aussi les jeunes. On parle de jeunes marques, mais on peut parler aussi de la cible jeune. Est-ce que, Nicolas par exemple, est-ce que vous, dans votre communication ou dans la construction de la marque, vous vous êtes dit « je veux cibler les jeunes » ou est-ce que vous vous apercevez que les jeunes sont votre cible ? Alors, ouais, ce que je disais en introduction, c'est qu'on n'a surtout pas pris de cible en créant la maison. Moi, je l'ai fait avec mes tripes, un peu comme Steven, à sa manière, avec son histoire, sa culture. Il avait envie en lui, un feu en lui de faire sortir, et donc il met ses tripes dans son projet, et c'est ce que je fais. Et c'est vrai que on est plutôt heureux parce qu'aujourd'hui notre cliente est très jeune. Entre je dirais le cœur de gamme pour nous c'est 25-30 ans, et c'est surprenant parce que notre maison elle a des codes assez bourgeois, parce que c'est vrai qu'on a voulu remettre un peu les pendules à l'heure. On est une maison française, parisienne, on a voulu faire une jolie maison de maquillage parisienne, française, et s'assumer en tant que telle, même si c'était peut-être un peu trop classique, mais on aime bien cette idée d'avoir quelque chose de sobre et de laisser les artistes donner le brin de folie à l'intérieur par la couleur, par les collections, par les shootings, par les images, d'avoir cette sobriété. Moi, je suis un peu au service de ma maison et les artistes sont là pour la nourrir, en fait. Et c'est vrai que les jeunes sont très présents dans notre maison. On en est ravis. J'ai noté les chiffres là que vous avez donnés au début avec Eric, etc. Je suis super intéressé parce que je me disais, j'ai de la chance, en fait. C'est super. Je comprends aussi pourquoi des grands partenaires s'intéressent à nous en ce moment. On a beaucoup de demandes, par exemple en Chine. On vient de lancer Art 21 dans la foire d'art contemporain La Bouche Rouge avec une édition bleu clin pour lancer la Blue Beauty, la plus pure expression du bleu par l'artiste. Donc on vient de théâtraliser la maison pour la première fois. On a eu un écho très fort et beaucoup d'accueil. Beaucoup de jeunes aussi on parlait de nous en Chine. On va lancer grâce à ça Escapee en décembre. On va être la première marque sans test sur animaux en Chine. Et Escapee, on va être lancé dans Escapee Sauce, qui est le Escapee pour la Gen Z, c'est vraiment le magasin pour la nouvelle génération de Chinois. Donc, ils veulent consommer différemment. Et ça, je trouve, c'est un signe d'espoir, c'est que cette génération Z,
elle est assez mondiale en fait, elle est assez universelle. Elle a envie de consommer mieux, et elle a envie d'acheter des choses avec une valeur perçue qui est réelle. Vous disiez entre le luxe et le luxe d'occasion, ça reste un vrai luxe. C'est ça qui est important en fait. Elle veut acheter quelque chose de réel. Claire, question de la Chine mise à part, quand on regarde en Occident, quand on regarde la pyramide des âges, tout porte à croire que la population va plutôt vieillir, c'est-à-dire que les plus de 60 ans ou 65 ans vont représenter plus d'un tiers de la population d'ici 5 à 10 ans. Et quand on regarde la répartition du capital, elle est aussi chez les plus âgés et pas chez les plus jeunes. Pourquoi, finalement, les marques de luxe, même si, d'accord, au niveau de la communication, elles répondent aux problématiques de la génération Z, mais pourquoi les marques de luxe, d'un point de vue d'un business, s'intéressent aux jeunes alors que le business est devant eux et plutôt chez les plus âgés? Le premier point pour ça, c'est assez simple, hein. Enfin, c'est de se dire que la Gen Z d'aujourd'hui, si on peut l'appeler la Gen Z ou les jeunes d'aujourd'hui, c'est un peu ce sera de toute façon à un moment donné les quarantenaires ou les cinquantenaires qui sont aujourd'hui leurs clients. Donc il y a un enjeu effectivement d'anticipation, de se préparer à la prochaine vague de clients pour durer finalement dans le temps et se renouveler dans le temps. Et effectivement, c'est auprès de ces nouvelles générations que réside une partie de la croissance future des marques. On estime qu'elle va grandir de 80% cette croissance à partir, par exemple, des 25-38 ans. Et c'est vrai que c'est difficile on n'a pas les chiffres par région. Peut-être que Eric a ce détail par région, c'est intéressant d'en discuter. Mais et on en a un peu aussi parlé ce matin, hein, c'est déjà, ils vont devenir un jour finalement la clientèle du luxe. Donc, il faut s'y préparer quand ils seront prêts à consommer du luxe. Et d'autre part, parce que ils sont influents et ils sont plus influents que les générations précédentes. On estime que déjà, ils sont 3 fois plus nombreux que les autres générations à considérer qu'ils influencent les décisions d'achat de leur père. Et en comparaison aux autres générations, ils influencent 5 fois plus de personnes dans leur entourage. Sur leurs décisions d'achat. Donc même si c'est pas eux qui achètent, ils peuvent influencer leurs parents, leurs oncles et tantes sur ou leurs amis en fait sur les décisions d'achat qu'ils vont faire. Donc c'est pour ça que pour les marques, c'est important finalement de créer le désir et de s'assurer de leur désirabilité auprès des jeunes générations, même si en fait elles ne peuvent pas se permettre de l'acheter en fait. D'où l'importance, en tout cas, d'avoir effectivement des valeurs, et c'est ce que disait, d'après ce que j'ai entendu, hein, Steven ou Nicolas, c'est que ces valeurs résonnent au-delà finalement des produits et de la proposition qu'on fait. En fait, c'est une démarche qui est beaucoup plus large. Puis il faut prendre aussi en compte. Vas-y, Steven. Après, bon. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de génération Y, génération Z. Pour ma part, je le prends pas comme ça, en fait, parce que je me dis, qu'est-ce que veulent les jeunes ou les personnes qui vivent à notre époque? Ils veulent des marques qui leur ressemblent. Et tout ça, je pense que ça passe par la culture. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a certaines cultures qui prennent le pas. Et je vais en revenir encore, je pense que, et on peut le voir là aujourd'hui par rapport à toutes les collaborations qui se font entre marques de luxe et artistes, c'est aujourd'hui que les jeunes veulent des marques qui les ressemblent, qui parlent comme eux, qui écoutent la même musique, qui véhicule les mêmes valeurs et qui est capable de parler comme eux, je pense. Et donc pour moi, je les catégoriserais pas comme des cibles, mais plutôt comme une communauté avec qui on va pouvoir dialoguer et se comprendre. C'est quoi le nouvel album que tu écoutes, c'est quoi ce que tu portes, c'est quoi ta dernière sneaker, c'est quoi ton flow, c'est quoi, et avec un certain langage
qui peuvent capter. Donc c'est plus pour nous en tout cas plus une approche sociétale que purement ciblée, chiffres et non, je pense que les marques doivent avoir un certain feeling et surtout être jeunes, quoi. Je suis totalement d'accord avec Steven. En fait, au-delà, c'est vrai que la culture dominante des Z, c'est la culture hip-hop, point. C'est-à-dire que vraiment, moi je le vois dans nos classes, on a des cours de musique marketing, musique associée au retail. Eh bien, le trait commun, c'est cette pouvoir hip-hop qui est clairement là. Mais j'ai juste un donné aussi pourquoi on parle autant des Z aussi, c'est à cause du népotisme des maisons, parce que il y a vraiment une prise de pouvoir dans les familles, des jeunes, dans les directions. Et donc ça amène aussi d'avoir de plus en plus à la tête des maisons, en tout cas en poste de pouvoir des jeunes, et forcément ils ont envie de voir des clients qui leur ressemblent. C'est aussi quelque chose à ne pas sous-estimer. Et Eric, pour revenir à ce que tu es en train de dire, le hip-hop aujourd'hui est un outil très puissant et les marques de luxe l'ont très très bien compris et moi c'est un peu ça qui me titille parce que je suis blessé intérieurement par rapport à l'exploitation que ces grandes maisons aujourd'hui ont de ma culture. Et aujourd'hui, French Deal est un plan qui est là pour dire toute ma génération Z là ou Y, on écoute la même musique, on porte les mêmes valeurs, on mange la même chose et on est 100% hip-hop. Et cette culture, il faut la faire avancer. Il faut la faire avancer parce que c'est pas une mode. Une culture, c'est pas une mode. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'années, on pensait que c'était une mode pas passagère, mais non. C'est une réelle culture. Claire, se dit Steven là, est-ce que c'est pas justement un danger pour les marques quand on dit qu'elles veulent s'approprier justement les codes? La question est aussi posée à Eric, à vous deux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre toute crédibilité et on va reprocher à la marque de faire semblant, même si c'est pas de la com, mais une marque de luxe qui, comme a dit Steven, a très bien compris que le hip-hop faisait partie de la culture et essaye de faire quelque chose dans ce domaine-là. Est-ce qu'il n'y a pas une réappropriation, quelque part, de codes qui ne sont pas les siens? Vas-y, Claire. Là dépend, merci Eric, ça dépend des marques. Je pense que d'une part, en fait, ce qui peut être reproché aujourd'hui, et c'est tout à fait vrai dans l'appropriation culturelle, les appropriations culturelles qu'on peut voir, et qui sont d'ailleurs majoritairement visibles sur les réseaux sociaux, traqués par Diet Prada ou d'autres comptes qui sont bien connus dans le secteur et qui le mettent en lumière. Je pense qu'en fait, ce qui est le plus dérangeant, c'est quand ça paraît pas sincère en fait et quand c'est pas incarné par la sensibilité du créateur. En fait, c'est là où il y a une vraie différence. Donc, il y a un enjeu de est-ce que c'est vraiment une démarche créative, sensible, sincère du créateur, plus que une démarche marketing pour capter une nouvelle audience. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur ces enjeux-là, c'est aussi un enjeu de, je dirais presque pas de propriété intellectuelle, mais c'est aussi de reconnaissance. C'est-à-dire que quand on s'inspire d'une autre culture qui n'est pas la sienne, c'est de la créditer, de faire parler ceux qui ont inspiré la maison pour le faire et pour montrer ce dialogue créatif entre une maison et par exemple une culture qui n'est pas du tout la sienne. Et ça peut être dérangeant effectivement quand
cette culture elle est appropriée et pas du tout créditée ou mise en avant, ou qu'elle fait face à des mauvaises interprétations justement parce qu'elle n'a pas compris la profondeur de cette culture, comme Steven nous l'explique sur la culture qui tient pour lui à cœur de donner une place, de représenter dans la mode. Je pense que c'est une question très compliquée, hein, de l'appropriation culturelle. En même temps, la mode, c'est toujours inspiré d'autres cultures. Donc, on est dans un contexte vraiment dangereux. Moi, c'est la question de la mémoire de la génération Z. C'est ma question. Est-ce qu'elle a de la mémoire? Est-ce que les choses passent et elle oublie? Vous voyez, l'exemple est hyper intéressant de Dolce & Gabbana en Chine. On voit que 2 ans après leurs publicités qui sont quasiment racistes, rien n'a été oublié. Après, c'est vrai que la question que je me pose, et c'est Steven, ton point de vue, si je peux me permettre, par rapport à Vuitton Homme, par rapport à Virgil Abloh, parce que j'ai eu des chiffres justement d'LVMH qui nous dit que la marque cartonne aux États-Unis et elle est en particulier encore plus consommée par les Afro-Américains depuis la crise Covid-19. Quel est ton point de vue, si je peux me permettre, hein, parce que le sujet est tellement passionnant, quel est ton point de vue par rapport à Abloh et par rapport à Vuitton? Moi, je pense que Vuitton, c'est une très très grosse machine, donc ils ont vu le phénomène, je pense, depuis bien longtemps arriver, et ils ont choisi un acteur important de notre culture qui avait un réel réseau, et ils l'ont mis à la tête d'une manière stratégique de leur maison. Et avec ce que tu viens de dire, ils ont raison, puisque il y a une grande consommation de la part des Afro-Américains. Mais après, je vais aller un peu plus loin parce que c'est un phénomène un peu plus compliqué que ça et qui est lié à l'histoire des Noirs aux États-Unis et partout dans le monde. Ça veut dire qu'à un moment, le hip-hop est devenu une réelle industrie qui a fait que il y a eu une ascension sociale. Et aux États-Unis, lorsqu'on réussit, on le montre. Et même dans la culture noire, si on part, si on repart à l'époque des royaumes avant l'esclavage et la colonisation, l'or, c'est quelque chose qui est très important dans notre culture. Les grosses chaînes, les rois dans notre culture portaient énormément d'or. Donc, si vous voulez, avec l'évolution de la culture, c'est quelque chose qui est ancré dans notre culture, et la réussite aux États-Unis se montre. Donc il y a une consommation de logos, une consommation de marques où on montre, voilà, j'ai réussi, je consomme des marques de luxe et je le montre. Donc je pense que stratégiquement, Vuitton a réfléchi pour mettre ce créateur qui est pour moi très, très, très talentueux et que je respecte beaucoup à la tête de leur maison pour préparer les prochaines années et ancrer vraiment la marque dans l'esprit de la culture qui est aujourd'hui la culture la plus influente du monde. Nicolas, il y a une phrase qui a été beaucoup dite ce matin qui est, et que vous avez prononcé aussi, qui est « je n'ai pas de cible ». On ne réfléchit plus en termes de cible. Est-ce que, quand on vient du monde du marketing, des grandes marques dans lesquelles vous étiez, c'est une grande révolution au quotidien? J'imagine que c'est une autre manière de penser. C'est une autre manière de penser. En fait, je crois qu'elle a toujours été sous-jacente dans les maisons qui voulaient bien faire et qui étaient focalisées sur leur savoir-faire. Le marketing n'était pas très bien vu.
Moi, c'est vrai que dans le monde dans lequel j'étais, le marketing était au cœur de tout. Au cœur du désir, et parce qu'il fallait créer un désir sur pas grand-chose, hein, c'est quand même un peu ça le sujet. Et moi, je trouvais justement que ce pas grand-chose n'avait plus de sens. Soit on achète quelque chose de pas cher, c'est très bien, et on accepte à la fois les conséquences, mais on sait pourquoi, ça ne va pas durer. Mais moi, voilà, et en tout cas, quand on se fait plaisir sur quelque chose de cher, donc qui appartient à distribution sélective, on doit savoir pourquoi on l'achète cher, et le rapport qualité-prix doit être réel. Et donc moi, je raisonne pas en termes de marketing, je raisonne plutôt en tant qu'individu, avec mes tripes, avec ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu et ce que je ne voulais plus voir en fait. Et quand on crée un projet entrepreneurial, on ne réfléchit pas sur un segment de marché, on réfléchit pas sur une cible, on réfléchit sur une vision. Moi, si j'ai appelé La Bouche Rouge une maison de maquillage, c'est pas parce que ça faisait justement joli de placer le mot maison, c'est parce que pour moi une maison se différencie d'une marque parce qu'elle a justement un regard sur son temps et pas sur son marché. Moi, la maison La Bouche Rouge, ce que j'espère, c'est qu'elle me dépassera. Moi, je suis là déjà au service de cette maison, je l'ai créée avec mes tripes, et l'idée, c'est qu'elle regarde son temps et qu'elle apporte une réponse. Quand j'ai voulu faire une beauté sans plastique, c'est parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus acceptable de faire des produits qui ont un impact aussi fort sur la planète. Si j'ai voulu replacer l'artisanat dans nos objets du quotidien, c'est parce que je me suis dit que c'était une réponse pour remplacer le plastique, mais c'est aussi une réponse parce que je crois que quelque chose de précieux, on n'a pas envie de le jeter, on a envie de le garder. Faire du rechargeable, c'est bidon, c'est encore du marketing. Maintenant, c'est la grande tendance, faut faire du rechargeable, mais ça veut rien dire de faire du rechargeable si l'objet n'est pas fait pour être rechargé. L'objet doit être précieux pour qu'on en ait envie. L'objet doit être fait avec une âme. La main de l'homme donne une âme à un objet dans son quotidien. Lorsqu'on offre un objet à La Bouche Rouge, on offre quelque chose de particulier. On y place les initiales de la personne que l'on aime, mais on y place aussi les valeurs de la maison. Donc cet objet, il est fait pour être rechargé parce que c'est presque indécent de le jeter. Vous voyez, ça semblerait fou de le jeter. Voilà, c'est ça le sujet. Avec de l'authenticité, on raconte une histoire et on engage une relation avec quelqu'un. Et tout devient plus cohérent. Merci beaucoup. On a d'autres questions, je vois, ça va être compliqué puisque le temps file vite et nous avons déjà beaucoup dépassé l'horaire sur ces sujets passionnants. On vous remercie à tous d'avoir participé. On remercie à nos intervenants. Merci Claire, merci Nicolas, merci Steven et merci Eric. C'est cette heure et demie de discussion. Voilà, on espère que ça vous a plu de découvrir ces belles marques La Bouche Rouge et French Deal et de discuter avec Claire d'Ogilvy et Eric de Dark Planning autour de tous ces sujets. N'oubliez pas, la semaine du sport, c'est le prochain du sport responsable, c'est le prochain événement stratégie. Je n'en rajoute pas plus, ça fait déjà bien longtemps qu'on parle. Merci à tous, bonne fin de journée et bon appétit. Surtout. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.